Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alain, tu es le directeur du site Orient 21. Tu viens de publier un livre aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça s'appelle Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. On va en parler un peu de ce que tu dis, dans cet ouvrage. Mais d'abord, je voulais te faire réagir à un des derniers rebondissements, on va dire, quant à ce qui se passe au Proche-Orient, avec l'annonce par le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de proposer aux juges de la CPI de déposer un mandat d'arrêt à l'encontre, notamment de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et de différents dignitaires du Hamas. Comment est-ce que toi, tu as accueilli cette nouvelle, premièrement, et deuxièmement, parce que ça a été beaucoup commenté dans les médias, la mise sur un pied d'égalité de Benyamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas dans cette allocution de Karim Khan. Est-ce que tu la trouves pertinente? Est-ce que tu la trouves... est-ce que c'est complètement... conjoncturel, c'est un hasard du calendrier, et je te donne l'argument principal de gens avec qui j'ai débattu hier soir, qui me disaient « Ah mais c'est quand même, sur le 7 octobre, on sait ce qui s'est passé le 7 octobre, enfin je veux dire c'est documenté depuis de longs mois, que n'ont-ils déposé des mandats d'arrêt plus tôt pour faire, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait en même temps, en gros le Hamas et Netanyahou? Est-ce que ce ne serait pas politique? Voilà. Je te balance ça. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être développées, mais peut-être, en conclusion de mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle « Ce que Gaza fait au monde ». Et je dis que Gaza est un révélateur de la situation internationale et des deux voies qui s'offrent à nous. La première est la liquidation totale du droit international, qui a commencé avec le 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme, l'invasion de l'Irak, etc., l'idée que finalement les règles internationales aujourd'hui dans la guerre contre le terrorisme ne sont pas valables. À la fois dans les relations entre États, si on peut dire, mais aussi avec la quasi-légalisation de la torture par les Américains en Irak, etc. Et l'autre voie, je disais en conclusion, c'était celle qu'offrait la Cour internationale de justice, qui a été saisie par l'Afrique du Sud, et qui offre l'idée d'un possible retour au droit international. Et je pensais à l'époque que c'était très ténu, je pense toujours que c'est ténu, mais le fait que la Cour pénale internationale ait émis ces jugements me semble un pas dans la bonne direction. Et si j'ai des réserves sur la Cour pénale internationale, c'est exactement l'inverse de ce que tu dis, mais bon, je peux y revenir. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, on n'a pas deux parties sur le même plan. On a un État qui est membre de la communauté internationale, qui a un certain nombre d'obligations, et face à ça, on n'a pas le Hamas, on a les Palestiniens qui vivent sous occupation depuis 60 ans, et un des problèmes de cette mise en cause de ces inculpations par la Cour pénale internationale, c'est qu'il commence l'histoire au 7 octobre. On a l'impression qu'avant, il n'y avait rien. Or, la Cour pénale internationale a été saisie depuis longtemps de ce qui se passe en Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Elle n'a jamais rien fait. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis, pour le dire de manière imagée, supposons que la Cour pénale internationale ait existé pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et qu'elle ait traîné devant elle les responsables français et les responsables du FLN algérien qui ont commis incontestablement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, avec une espèce d'équivalence. Il y a quelque chose qui manque dans les statuts de la Cour pénale internationale, c'est la dimension politique. Oui, il y a le droit humanitaire, et le droit humanitaire doit être respecté, même si on sait que dans toutes les guerres, il est violé, mais c'est important de le rappeler. Mais il y a le droit international politique, qui reconnaît le droit à l'autodétermination des Palestiniens, qui reconnaît leur droit à la résistance. C'est ça qui n'est pas appliqué. À mon avis, c'est ça le problème essentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup, y compris pour dire que ce n'est pas bien ce qu'Israël fait à Gaza, etc., que c'est une question humanitaire. Ce n'est pas une question humanitaire. L'humanitaire est une conséquence de
la non-reconnaissance et la non-application du droit international politique. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il aurait fallu que la Cour pénale internationale fasse un mandat d'arrêt contre Netanyahou, mais pas contre les dirigeants du Hamas. Ce que je dis, c'est que c'est pas la Cour pénale internationale qui est l'instance essentielle, ce sont les Nations Unies qui sont paralysées par le soutien à la fois américain, mais aussi européen à Israël, qui fait qu'on ne peut pas prendre les décisions politiques. La Cour pénale internationale, c'est un des organismes. Pour moi, ce n'est pas l'organisme principal. La question palestinienne, ce n'est pas une question humanitaire. Et je veux dire, la violation par Israël du droit international, les massacres, génocide, pas génocide, etc., c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la non-reconnaissance des droits politiques du peuple palestinien. La France, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse du Quai d'Orsay et par la voix du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à l'Assemblée nationale, a apporté son soutien à cette saisine par le procureur général de la Cour pénale internationale à sa déclaration et à ses mandats d'arrêt en disant qu'elle soutenait cette juridiction, l'indépendance de cette juridiction internationale. En cela, elle n'a pas participé aux accusations assez violentes de la part d'autres responsables politiques dans d'autres pays du monde. Je pense notamment à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, où l'administration Biden, pour le coup, a dénoncé les propos de Karim Khan de la Cour pénale internationale. Comment toi, tu juges cette position de la France, en particulier sur la Cour pénale internationale, mais en général sur le conflit, sur ce qui se passe au Proche-Orient? C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est que ce que tu as dit, c'est que tu compares la position de la France aux positions du gouvernement américain. Il fut un temps où la position de la France était en soi une référence. C'est-à-dire qu'elle avait une position indépendante d'Israël, des États-Unis, sur le conflit. Ça a été la première pays européen à reconnaître le droit des Palestiniens à l'autodétermination, à dire qu'il fallait négocier avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à un moment où les Israéliens disaient ce sont des terroristes. Donc il y avait une position, je dirais, courageuse, mais pas seulement courageuse sur le plan des principes, qui a eu des conséquences. C'est aussi la position de la France qui a permis qu'on avance vers les négociations, qu'on sorte de l'impasse, qu'on réunisse la conférence de Madrid. Voilà. Aujourd'hui, la France a une position particulièrement hypocrite. Je dis, d'abord, elle est en rupture totale avec la position traditionnelle de la France. Et je suis frappé qu'il n'y ait pas d'observateurs pour s'interroger quand même. Quand on entend Éric Ciotti, président des Républicains, qui est le parti, en principe, issu du gaullisme, dire qu'il faut transférer l'ambassade de France à Jérusalem, je dirais, le général de Gaulle, il se retourne dans sa tombe. Il y a une espèce de tourdant de la politique française, de beaucoup de forces politiques, pas seulement de Macron, etc., qui fait qu'aujourd'hui, ils cautionnent de fait la politique israélienne. Ils ne le font pas aussi éhontément, je dirais, que les Américains, mais pour moi, en Europe, aujourd'hui, la France est à l'arrière-garde des pays européens. Pourtant, excuse-moi, mais quand on regarde les votes, par exemple, aux Nations Unies, que tu disais, dont tu parlais tout à l'heure, la position française aux Nations Unies, elle est plutôt impeccable et elle est alignée sur le soutien au peuple palestinien à chaque fois. Enfin, le blocage ne vient pas de la position française. Non, mais alors, c'est là que c'est intéressant. Effectivement, tu as raison. Quand on discute avec les responsables français, ils disent on n'a pas changé, nous. On est pour les deux États, on condamne la colonisation, c'est-à-dire tous les mois, il y a un communiqué du Quai d'Orsay qui dit la France condamne la colonisation. Le ministère des Affaires étrangères israélien prend le communiqué et le met à la poubelle. Ce qui a changé, c'est le fait que nous ne faisons rien concrètement. Il n'y a aucune pression sur Israël. Non seulement il n'y a aucune pression sur Israël, mais en tous les cas, pendant 1 mois et demi, toute la politique appelons-la génocidaire ou bien de massacre commis par Israël contre Gaza a été cautionné par le gouvernement français. Il y a eu, en France, on est avec l'Allemagne, le pays où il y a la plus grande criminalisation du soutien à la Palestine. Tout ça, c'est des décisions politiques.
On va revenir sur cette criminalisation, mais d'abord, pour bien comprendre ce que tu nous dis, quelles actions diplomatiques pourraient engager la France, qui aujourd'hui est un petit pays, notamment par rapport aux autres pays que je disais tout à l'heure et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous étions un petit pays en 1980, quand la France, à l'époque, la communauté économique européenne, ce qui allait devenir l'Union européenne, il n'y avait que 9 pays, mais la France fait adopter par l'Europe la déclaration de Genève. C'était à l'époque Giscard d'Estaing, ce n'était pas un révolutionnaire, en disant il n'y a pas de solution au Proche-Orient sans la reconnaissance du droit d'Israël à la paix et à la sécurité, sans la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples palestiniens et sans la négociation avec l'OLP. Ça, c'était une pression politique. Et quand même, les relations bilatérales entre la France et Israël dépendaient de la situation en Palestine. C'est-à-dire qu'on n'a pas... c'était pas des relations normales, je dirais. À partir de... En gros, ça a commencé avec Sarkozy, mais bon, c'est un tournant plus général, à mon avis. À partir d'un certain moment, on a enterré la question palestinienne et on a développé les relations bilatérales avec Israël sur le plan économique, sécuritaire, culturel, etc., sans aucune limite, comme si les Palestiniens n'existaient pas. En même temps, en disant de manière très hypocrite, mais nous sommes pour les 2 États. Comment on va appliquer les 2 États? On n'est même pas capable d'arrêter la guerre à Gaza et on va appliquer la solution à 2 États, c'est-à-dire faire partir 700 000 colons israéliens de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Donc il y a une vraie hypocrisie de la position française. Alors, c'est vrai qu'elle a évolué entre le 7 octobre, après le 7 octobre, où en gros on donne un feu vert aux Israéliens de faire tout ce qu'ils veulent au nom de la légitime défense, et après où ils ont été obligés de prendre un certain nombre de votes à l'ONU. Mais par exemple, si on prend la question de la reconnaissance, la France a fait pression ces derniers jours sur l'Espagne et les autres pays pour qu'ils ne reconnaissent pas l'État palestinien. Alors, à la fin, je pense qu'ils seront obligés de le reconnaître. Mais il n'y a plus cette dynamique. Et je peux expliquer, c'est-à-dire, la question c'est d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, je pense que la vision du conflit a changé depuis Sarkozy. C'est-à-dire, ce qui était perçu par toute la classe politique, y compris la droite, comme un problème d'occupation. Il y avait un occupant, un occupé, alors on pouvait avoir plus ou moins de sympathie pour Israël ou les Palestiniens, mais enfin, on était d'accord là-dessus, et sur le fait que les Palestiniens avaient droit à un État. Maintenant, c'est perçu comme un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Et si on perçoit ça comme ça, c'est la vision israélienne, Israël est notre allié. Et je crois que c'est ce qu'ont fait les différents présidents. Et là-dessus, il n'y a pas de différence entre Sarkozy, c'est-à-dire la droite, Hollande, la gauche, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, et Macron. C'est la même ligne politique. Tu parles de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a des pays qui s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine. Je pense notamment à l'Irlande, la Norvège ou l'Espagne. Qu'est-ce qui fait que dans ces pays-là, il y a un changement en fait vis-à-vis de l'État palestinien, parce que pour le coup ils étaient sur la même position que la France auparavant, et tout à coup chez eux il y a une bifurcation vers la reconnaissance. Moi je pense que le grand obstacle c'est la question de l'islam et de l'islamisme et du danger islamique en France. Depuis 15 ans, l'idée que Israël c'est un front de la guerre contre le terrorisme, c'est aussi l'idée que la France est un front de la guerre contre le terrorisme avec le séparatisme musulman, la menace des musulmans, le complot musulman contre les institutions de la République, etc. Et je pense que ça pèse énormément et que ça a pesé sur les évolutions actuelles et fait que le gouvernement n'a aucune empathie pour les Palestiniens. En gros, parce que ce sont des musulmans et des arabes, je veux dire, réellement, personne ne le dira comme ça à l'exprimer, mais c'est ce qui exprime. Il y a Daniel Schneiderman qui a résumé, je le cite dans mon livre, la situation. Il dit, quand j'entends à la télévision parler de Gaza et que j'entends parler, comment elle s'appelle, de cette affaire d'un jeune Français qui avait été tué, une affaire où on a accusé des jeunes racisés d'avoir tué un blanc pour des raisons ethniques, etc. Il dit c'est le même discours. Et effectivement, quand vous écoutez le discours
de CNews, de BFM, etc., sur les faits divers en France qui impliquent des musulmans, et que vous voyez ce qu'on dit de Gaza, c'est le même type de discours, c'est-à-dire que nous sommes menacés, la civilisation occidentale est menacée, l'idée que nous sommes dans une guerre occidentale contre le reste du monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais en fait, c'est la victoire du Rassemblement national, hein, je veux dire, la victoire des idées du Rassemblement national qui aujourd'hui, des choses qui auraient été impensables il y a 20 ans, sont devenues ce que les médias et les politiques disent plus ou moins tous les jours. Et les lois contre le séparatisme, etc., allaient totalement dans ce sens. Alors justement, c'est ce que tu développes dans ton livre et ce que tu développes aussi dans un article dans le Monde diplomatique. Ce traitement médiatique, là, tu viens d'incriminer, en tout cas de pointer du doigt des chaînes de médias en continu comme BFM ou CNews. D'après toi, ça veut dire qu'on a perdu une bataille idéologique, peut-être même une guerre idéologique, et qu'on s'est laissé manger par une idéologie venue de l'extrême droite, qui fait de l'autre avec un grand A, et en l'occurrence le non-blanc, l'arabe ou le musulman, qui en fait un ennemi. Ou bien est-ce que, parce que ça tu le dis aussi, est-ce que c'est la stratégie de l'État d'Israël, stratégie de communication de l'État d'Israël, qui en gros arrive à créer des ingérences dans nos rédactions, à retourner des journalistes, etc. En fait, ce que j'essaye de te poser comme question, c'est quoi exactement la cause de ce traitement médiatique excessivement problématique dans les premières semaines après le 7 octobre et le début de la riposte entre très gros guillemets israélienne. Quelle est la cause en fait de ce mauvais traitement médiatique ? Ce n'est pas un mauvais traitement médiatique, c'est le changement de vision des politiques de la société. C'est-à-dire, si tu penses que le danger principal aujourd'hui en France, ce sont les immigrés, c'est le séparatisme musulman, etc., je veux dire, et ça c'est indépendamment d'Israël, je veux dire, Israël alimente cette idée d'une guerre contre l'Occident, c'est-à-dire c'est ce dirigeant israélien qui dit « nous nous battons aujourd'hui ici, mais sinon vous aurez le même problème en Europe et aux États-Unis ». Donc il y a effectivement cette idée que, voilà. Et puis, il y a ce qui s'est passé le 7 octobre, mais là, il faut rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on a été face à une vraie campagne de communication israélienne qui a été complètement relayée par les médias sur le 7 octobre. Parce que tu disais tout à l'heure, on a su très rapidement ce qui s'est passé au 7 octobre. C'est pas vrai du tout. Jusqu'à présent, il y a plein de choses qui ne sont pas très claires sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'on soit clair, le Hamas a commis des crimes de guerre. Hein, je veux pas... Mais... Quelle dimension ces crimes, dans quelle mesure, sur la question des viols, il y a eu des viols, mais est-ce que c'était une stratégie, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on devrait bien avoir des explications et sur lesquelles les Israéliens ne permettent pas les explications. Mais laissons ça. Après le 7 octobre, on a eu quand même l'affaire des 40 bébés décapités, la femme enceinte éventrée, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est répété. Gabriel Attal, au dîner du CRIF, il dit les bébés qui ont été tués. Il n'y a eu aucun nourrisson qui a été tué, décapité, etc. le 7 octobre. Donc, on a créé, et ça c'est, comment dire, la machine de propagande israélienne et ses relais en France, mais aussi tous ces Français qui partagent l'idée que les musulmans sont des barbares. C'est quelque chose qu'on a connu pendant la guerre d'Algérie, etc., qui ont... créer ce que j'appelle un génocide d'atmosphère. C'est-à-dire, si effectivement ils sont tellement barbares, on peut faire n'importe quoi contre eux. Le droit international n'est pas important et le droit humanitaire, ils ne peuvent pas demander à être protégés. Ce sont des animaux humains. Et on retourne, c'est marrant, j'ai trouvé, on retourne au 19e siècle. C'est-à-dire où effectivement l'Europe discutait des lois de la guerre entre les pays civilisés, mais dès qu'il s'agissait des colonies, ce droit ne s'appliquait plus. Ce sera ma dernière question, mais ce lien très fort en fait que tu fais entre le racisme systémique qui existe ou l'islamophobie systémique qui existe dans notre pays et le traitement en fait de la question israélo-palestinienne, comment est-ce qu'on s'en sort ?
Parce que là, dans ce que tu décris, et je te parle d'un point de vue français, hein, enfin, comment est-ce qu'en France, en fait, on permet la possibilité de l'expression d'un soutien au peuple palestinien dans sa demande de reconnaissance, de dignité, de fierté, de pouvoir vivre correctement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un espace, en fait, pour que puisse advenir cette possibilité, ou est-ce que, en gros, c'est mort? Non, non. Moi, je suis quelqu'un fondamentalement optimiste. Je m'occupe de la Palestine depuis 50 ans. Si je n'étais pas optimiste, je ne pourrais pas. Non, je voulais juste rajouter une chose sur l'exception française dans le paysage ouest européen. Il y a ce livre dont vous avez entendu parler, qui s'appelle « La France, je l'aime mais je la quitte », qui fait une étude sur les élites issues du système de la République. C'est-à-dire qu'ils sont le plus bel exemple de réussite de l'universalisme républicain traditionnel, et qui s'en vont de France parce qu'ils portent des prénoms musulmans. Et ils vont où? Ils ne vont pas dans les pays arabes, ils vont aux États-Unis, ils vont en Grande-Bretagne, où le fait de s'appeler Mohamed ou Fatima, ça n'a pas de conséquences sur la manière dont les gens le voient. Alors qu'ici, ils sont sans arrêt mis en question. Et je pense que ça, en France, ça pèse plus qu'ailleurs. Il y a de l'islamophobie ailleurs, mais vraiment, il y a une exception française. Maintenant, sur la situation, bon, d'abord, moi, je pense qu'on peut changer les choses. Je rappelle toujours qu'en 1967, la France était massive, à part De Gaulle et le Parti communiste, qui à l'époque était assez puissant, la France était massivement pro-israélienne, et bon, il a fallu des combats, mais en 20 ans, ça a changé, donc ça reste possible. Le problème, évidemment, mais là, ça nous amène sur un autre terrain, c'est la division des forces de gauche, la surenchère, enfin, les insultes, l'utilisation de l'antisémitisme entre les différents courants de la gauche, etc., qui contribuent à discréditer la gauche, et ça, c'est réellement problématique. Et puis, il y a une autre chose, peut-être, qui, moi, me surprend. Bon, j'ai été longtemps en Parti communiste, j'ai été dans les structures dirigeantes, en tous les cas, sur la politique internationale, et on formait nos cadres. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus de formation dans aucun parti politique. C'est même les gens qui prennent position pour la Palestine, je suis frappé par... Bon, c'est vrai que le problème est compliqué, que c'est un siècle d'histoire, etc., etc. Mais des fois, les gens me disent qu'est-ce qu'il y a à faire. Je dis d'abord, il y a à se former. Parce qu'on ne peut pas répondre à la campagne qu'il y a en France aujourd'hui si on n'a pas les éléments essentiels de cette histoire, y compris des choses qui remontent à 1917 ou 1945. Donc, mais moi, je pense qu'on peut le faire. On a vu quand même une des choses les plus positives, enfin dans le monde occidental, mais en France aussi, c'est la mobilisation des jeunes générations. Et ils se mobilisent. Moi, je dis la Palestine est en train de devenir la troisième grande question qui unit, qui a suscité un mouvement international. Il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Afrique du Sud, et aujourd'hui il y a la Palestine. Enfin, depuis plusieurs années, il y a la Palestine. Et il y a une nouvelle génération qui, grâce à ce qui se passe à Gaza, est entrée dans le combat. Et je dois dire, sur des bases beaucoup plus saines que nous l'étions. C'est pas beaucoup plus idéalistes, mais ils se battent sur le droit international, ils se battent sur... Enfin, et cette génération, c'est très important, elle est là. Et c'est important de dire que, y compris en France, mais surtout aux États-Unis, une partie de cette génération, c'est des jeunes juifs américains ou juifs français. Et ça permet de régler la question de l'antisémitisme, qui est devenu, c'est-à-dire maintenant, il y a une manifestation n'importe où de soutien à la Palestine. La première question des médias, c'est est-ce qu'il y a de l'antisémitisme? Non, mais ça c'est con. Mais tu penses vraiment que la présence de juifs dans ces espaces de résistance et ces espaces politiques résout la question de l'antisémitisme? Ah non, non, je ne dis pas. Non, alors on peut aborder la question de l'antisémitisme. Je ne dis pas que ça résout, mais c'est important parce que ça permet de dire ce n'est pas une question d'antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme, mais le problème, hier, il y a eu une interview dans Le Monde d'un Américain, je crois, qui est celui qui a créé cette définition de l'antisémitisme fait par, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a été accepté par le Parlement français. Il y a une définition qui est complètement neutre, c'est-à-dire, et antisémite, celui qui n'aime pas les juifs. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une série d'exemples donnés qui concernent Israël. Aujourd'hui, le problème, c'est que il y a une poussée des actes antisémites, mais on n'arrive pas à savoir de quoi on parle. Et moi, je ne sais pas, le ministère de l'Intérieur ne donne pas de chiffres. Est-ce que dire même
la Palestine sera libre de la mer au Jourdain, c'est un acte antisémite. Pour moi, non. On peut être d'accord, pas d'accord, mais ce n'est pas un acte antisémite. Aujourd'hui, on qualifie d'antisémite globalement une critique virulente d'Israël et de sa base, de ses structures, qui sont des structures d'apartheid, comme l'ont reconnu Amnesty International, etc. On est dans une... Il faut écouter Netanyahou, c'est dire, en fait, il n'y a plus personne qui n'est pas antisémite. La Cour pénale est antisémite, Amnesty International est antisémite, etc. L'ONU. Pour l'antisémitisme, pour moi, ce qui restera de ce qui s'est passé en France, c'est la manifestation du 12 novembre. C'est-à-dire où toute la classe politique française, à l'exception de la France insoumise, a cautionné le Rassemblement national et a considéré que le Rassemblement national était légitime pour lutter contre l'antisémitisme. Et ça, c'est effectivement... Alors qu'on sait que dans tout l'entourage des dirigeants du Rassemblement national, il y a des antisémites traditionnels, mais qui pensent simplement que les Arabes aujourd'hui et les musulmans sont un danger plus grand. Et donc c'est ça, il y a une hypocrisie dans ce débat sur l'antisémitisme. Après, on peut parler de la communauté juive en France, des faits que les gens ont peur, etc. Je veux dire, je ne mets pas ça en cause. C'est vrai que le traumatisme reste de gens qui ont l'impression, de juifs qui peuvent avoir l'impression qu'on revient aux années 30. Ça, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est alimenté par Israël, c'est alimenté par les dirigeants de la communauté juive. Mais je veux dire, la réalité aujourd'hui, c'est que on souffre de bien plus de discrimination et de problèmes si on est musulman que si on est juif. Et de toute façon, il ne faut pas faire... Enfin, moi, je ne fais pas la concurrence. Si la manif du 12 novembre avait été contre le racisme et l'antisémitisme, d'abord, le Rassemblement national ne serait pas venu, et puis on aurait créé un lien entre les deux. Là, on est en train de séparer les deux. C'est faire comme si on peut lutter d'un côté contre le racisme et de l'autre côté contre l'antisémitisme. Non, mais j'entends ce que tu dis. Après, je suis toujours à la recherche de ces espaces où se construit aussi à gauche une pensée, une réflexion en fait sur les voies et moyens qu'on se donnerait à nous-mêmes pour lutter contre l'antisémitisme. Et aujourd'hui, force est de constater que ces espaces n'existent pas. Ces espaces de réflexion et ces espaces d'action. Ils existent sur d'autres sujets. Par exemple, sur la question palestinienne, les argumentaires sont déployés, sont fouillés, etc. Tu fais partie d'ailleurs de ceux qui alimentent en fait cette réflexion sur la question palestinienne, sur la question de l'antisémitisme. Excuse-moi, mais on est un peu à poil. Enfin, oui, mais bon, on peut. Enfin, là, on n'a pas le temps de discuter, mais il y a effectivement un problème très, très particulier qui est le rapport entre l'antisémitisme, Israël et la manière dont on perçoit la question. Je donne dans le livre un exemple qui, moi, m'avait frappé en 1980. Aujourd'hui, je ne sais plus qui a répété, si c'est Séjourné ou le Quai d'Orsay qui a dit le 7 octobre, c'est le plus grand massacre antisémite. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils ont été juifs. Mais en revanche, c'est vrai que quand tu vois les images, les Palestiniens qui attaquent, ils disent mort aux Juifs. Le problème, c'est-à-dire, je rappelle une anecdote. Moi, la première fois que je suis allé, c'était dans une délégation du Parti communiste en 80 ou 81 dans les territoires occupés, et j'avais été choqué par le fait que les Palestiniens ne disaient pas les Israéliens, ils disaient les Juifs. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les Israéliens, quand ils parlent d'eux, ils ne disent pas les Israéliens, ils disent nous les Juifs. Et cette identification des Juifs, des Israéliens, elle est problématique. Et je pense qu'elle est utilisée délibérément par Israël. Et quand Israël dit qu'il parle au nom des Juifs du monde, ils nous prennent en otage. Moi, entre guillemets, je suis juif avec beaucoup de guillemets, parce que ma mère est juive, donc dans la loi juive, je suis juif, mais je ne permets pas à Israël de parler en mon nom. Mais le fait qu'ils disent qu'ils parlent en leur nom est problématique. Et le fait qu'il y ait des Français de confession juive qui aillent se battre à Gaza et qu'on puisse considérer ça comme non problématique, mais je veux dire, on parle du vivre ensemble, on imagine un jeune d'un quartier qui voit un jeune juif franco-israélien revenir des combats à Gaza et se vender des combats à Gaza. Donc c'est une question très, très compliquée qui est pourrie parce que, en même temps, moi je suis convaincu qu'il y a d'abord un vrai antisémitisme traditionnel dans la société française. Il y a aussi un antisémitisme, je dirais, musulman, qui est double. Il y a un antisémitisme religieux et il y a ce que Rodinson appelait le racisme de guerre. C'est-à-dire que tes ennemis, comme il faut lire ce qu'on écrivait sur les Boches après pendant la guerre mondiale, d'essentialiser. Mais tout ça, c'est
c'est très compliqué. Mais c'est aussi compliqué à une époque où, je veux dire, la gauche a fait faillite, il faut le dire. C'est-à-dire en tant que force politique, en tant que capable d'offrir des perspectives à la... Voilà. Bah, il ne reste plus qu'à construire ces perspectives. Oui, on laissera, enfin, aux jeunes générations de le faire. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi.